Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, le corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des populations, les élus locaux, régionaux, honorable assistance, permettez-moi aussi de joindre ma voix à celle de mon prédécesseur à cette tribune pour remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement. Bien sûr, ça vient tout naturellement, Madame Souad Mekawi, Monsieur Alaoui, et tous ceux qui ont participé de près et de loin. Je sais qu'il y a une grande équipe qui seconde Madame Mekawi et qui veille à notre confort et tranquillité. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas être lent. Heureusement que Cédric a empiété sur mon temps de parole et je l'en remercie parce qu'en fait, je sais que l'assistante est fatiguée aussi depuis ce matin et vous êtes studieux et je vous en félicite. C'est pas souvent qu'on le voit et ça prouve que ce genre de journées sont très très importantes et qu'elles accrochent l'attention de tous les auditeurs. Alors moi je vais attaquer la thématique d'aujourd'hui sous un autre angle. Bien sûr, 25 ans du règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, c'est un quart de siècle très très important avec des réalisations dans tous les domaines de la vie sociétale et qu'il serait présomptueux d'ailleurs de vouloir lister ou citer tous. Mais vous avez entendu beaucoup de, disons, de côtés, d'aspects de ce travail, que ce soit sur le plan effectivement des réalisations concrètes, des infrastructures, des réalisations sociales, des réalisations politiques. Moi, je voudrais tout simplement, et je le disais d'ailleurs, parce qu'en juillet dernier, j'avais sorti un petit papier aussi, où je disais que finalement, parler de 25 ans, c'est un défi majeur. Et que le meilleur témoignage, c'est celui de personnes qui auraient qui auraient fait un passage au Maroc durant les 25 dernières années et qui reviennent en 2024 pour regarder qu'est-ce qui se passe. Même si ce n'est qu'après un an d'absence, ils seraient surpris parce que les changements que connaît le Maroc sont réellement visibles. Ils sont visibles dans toutes les grandes villes, Casablanca, Tanger, Marrakech, Fès, Agadir, que sais-je. Mais ils le sont plus dans les villes et agglomérations de cette région de notre territoire, dans le Sahara marocain. Aujourd'hui, Laayoune, Dakhla, Boujdour, d'autres agglomérations n'ont plus rien à voir avec ce que nous avons connu il y a seulement très peu d'années. Je ne veux même pas remonter à l'année de libération, je veux parler uniquement des quelques dernières années. Et en fait, tout cela n'est pas dû au hasard. Tout cela n'est pas dû au hasard. Et je pense que c'est une vision mûrement réfléchie de Sa Majesté le Roi, même du temps où il était prince héritier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la gouvernance territoriale qui est en train de se mettre en place avec tous les atouts que nous lui connaissons n'est pas à dissocier du règlement du conflit artificiel créé autour du Sahara marocain. Je crois qu'elle marche de pair, et pour s'en rendre compte, il suffit de se reporter un peu à quelques passages des discours de Sa Majesté le Roi. Je ne veux pas, quand je dis quelques passages, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'année, depuis 1999 jusqu'à 2024, où Sa Majesté ne parle pas dans un ou plusieurs discours de régionalisation, de démocratie locale, de participation de la population à la gestion de ses affaires. Et tout cela, effectivement, ne peut venir que d'une conviction et d'une confiance placée, effectivement, dans ce nouveau mode de gouvernance.
Quand on regarde un peu ce qui s'est passé, le 12 octobre 1999, c'est-à-dire quelques semaines après l'intronisation de Sa Majesté le Roi, il déclarait déjà à Casablanca, devant les élus, devant les walis, devant les responsables de l'administration et les représentants des populations, il déclarait qu'il voulait expliciter un nouveau concept de l'autorité qui était basé sur le fait tout simplement qu'il fallait que les responsables, détenteurs de l'autorité, quittent leur bureau et qu'ils aillent sur le terrain pour écouter et régler les problèmes de la population en les associant. Il ne s'agit pas d'apporter des solutions toutes faites, il s'agit de co-construire des solutions. Bien sûr, immédiatement après le 6 novembre 2000, en parlant du Sahara, à l'occasion évidemment du discours de la Marche verte, Sa Majesté déclarait que nous avions proposé à Berlin, à l'autre partie, l'engagement d'un dialogue constructif pour examiner et parvenir, les moyens de parvenir à une solution politique dans le cadre de la souveraineté marocaine. C'est très important parce qu'on va retrouver les piliers, les limites de tout cela. Dans le cadre de la souveraineté marocaine et de l'unité nationale et territoriale, et dans le respect des principes démocratiques pour la promotion d'une décentralisation élargie, de la régionalisation, concept à même de permettre à l'ensemble des fils des provinces du Sud d'assurer la gestion et le développement de leur région. On le voit donc dès les premières années, se dessine ce pacte entre administration territoriale, gouvernance territoriale, résolution du problème du Sahara. Je vais vous épargner toutes les citations des discours qui suivent, parce qu'en fait, on retrouve, comme je vous ai dit, dans tous les discours cela. Et on peut se poser la question, mais en fait, comment se fait-il qu'au lendemain même de son accession au trône, que Sa Majesté le roi Mohammed VI puisse déjà poser les jalons d'une solution qui est aujourd'hui d'ailleurs la solution la plus communément acceptée, la seule d'ailleurs acceptée. Eh bien, je pense personnellement que c'est dû que cette conception a été faite du temps où il était prince héritier, parce qu'en fait, il était associé aux discussions et à tous les échanges qui concernaient cette question de règlement du conflit du Sahara. N'oublions pas qu'il a assisté à plusieurs discussions, y compris avec les représentants du Polisario. Il en a présidé même, il a présidé des réunions avec ses représentants, donc il était bien au fait de la chose. De plus, dans les années 90, du temps où Sa Majesté était prince héritier, rappelez-vous l'échec du recensement pour les votants de l'autodétermination, qui éloignait le problème de référendum, puisqu'on n'avait pas d'assises de votants, commençait à se dessiner une troisième voie. Les gens parlaient d'une troisième voie entre l'indépendance et l'intégration pure et simple. Et cette troisième voie, effectivement, je pense que c'est là que Sa Majesté le Roi a commencé à bien la décider. Et il se posait la question, comment, dans le cadre de l'unité nationale, comment ne pas faire des territoires du Sahara des entités exogènes ou des entités artificielles? Comment effectivement pouvoir avoir une solution qui concerne l'ensemble du territoire, mais qui tienne compte des spécificités du Sahara comme des spécificités de chaque région. D'ailleurs, cela aussi se retrouve dans des discours. Il ne s'agit pas de calquer des régionalisations ailleurs, il ne s'agit pas tout simplement de dessiner des cartes et de passer des frontières. Il s'agit effectivement du respect des spécificités de chaque région sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan linguistique. Et donc, on retrouve un peu tout cela dans les concepts qui ont été donc mis en vigueur. Alors, si on continue,
C'est pour ça que j'ai dit je vais juste sauter, parce que j'ai toute une liste un peu de citations et qui trace très bien ce cheminement. Mais en fait, je les survole et ce n'est pas la peine de vous encombrer avec ça. On arrive finalement à 2007. Alors 2007, c'est là que le Maroc présente la fameuse initiative pour l'autonomie des provinces sahariennes comme base de négociation. Alors honnêtement, pour ceux qui ont lu ou qui auront à lire cette initiative, cette proposition, ils se rendront compte qu'elle ne peut provenir que d'un homme sûr de son bon droit, confiant dans son peuple, confiant dans ce qu'il propose. C'est finalement la limite de ce qui peut être donné, sauf à casser l'unité nationale. Et si Sa Majesté l'a fait, c'est parce qu'effectivement, il s'interdisait de négocier l'avenir des enfants de son pays, de sa région, avec d'autres personnes, mais qu'il proposait quelque chose qui pouvait convenir à ses enfants et à tout le royaume du Maroc, puisque, comme je vous ai dit, tout cela rentre dans la régionalisation avancée. En 2008, donc un an après, Sa Majesté, dans un discours également, précisait son intention en parlant de la création d'une commission consultative placée auprès de Sa Majesté qui dessinerait effectivement les contours de cette régionalisation avancée en tenant compte évidemment de tout ce que j'ai dit, des spécificités, qui ne soient pas une régionalisation copiée, mais une régionalisation qui peut s'inspirer effectivement des expériences des pays voisins, mais qui soit une construction qui part également de l'authenticité du pays, de maroco-marocaine. D'ailleurs, le plan d'autonomie, il ne va pas se le cacher, s'est inspiré aussi probablement un peu des autonomies, n'est pas très loin des autonomies espagnoles. Et effectivement, on ne peut, si on saute ce pas, cela veut dire qu'on va vers le fédéralisme, qu'on va vers autre chose et non plus effectivement vers un pays unitaire. Donc arrive cette régionalisation, cette commission que Sa Majesté annonce en 2008, mais qui ne mettra à exécution qu'un an et quelques mois après, c'est-à-dire le 3 janvier 2010, et pour une simple raison, ce n'est pas que ce soit difficile de mettre sur pied une commission ou de commencer à travailler. Sa Majesté ne voulait pas de précipitation et ne voulait pas que la communauté internationale et les protagonistes puissent considérer qu'on les met devant le fait accompli. On vous dit en 2007, proposition d'autonomie, tout de suite après, on crée une commission. On a laissé le temps. Mais en 2008, Sa Majesté s'est aperçu, il l'a dit dans le discours effectivement où il annonçait cette commission, il a dit nous ne pouvons pas rester dans l'immobilisme pendant que les adversaires de notre pays sont en train de bloquer l'initiative onusienne et effectivement d'éviter d'aller de l'avant. Donc en 2010, les choses vont aller très vite et arrive la Constitution de 2011 où Sa Majesté en personne, j'étais dans la commission qui rédigeait en tant que chef de parti à l'époque, qui rédigeait un peu avec le conseiller de Sa Majesté, Mu'tasim Allah yarhamou, Aziman et d'autres, qui donc rédigeait, préparait un peu ce texte de la Constitution. Et arrivé à la régionalisation, Sa Majesté voulait, puisque le rapport était rendu, il voulait qu'on puisse parler de régionalisation. Mais nous tous, dans la commission, on se disait, oui, on va en parler, mais on va remettre ça à des lois ordinaires, on va dire la régionalisation. Oui, c'est une collectivité territoriale comme ça existait dans l'ancienne Constitution, mais effectivement, on verra un peu les contours dans la loi. Sa Majesté en personne a insisté pour que ce soit gravé sur le marbre, que ce soit inscrit dans la Constitution, et c'est comme cela que c'est la première Constitution qui est consacrée, un titre entier et 12 articles à la région et aux collectivités territoriales, pour bien marquer l'irréversibilité de cette option de régionalisation et de cette territorialisation, effectivement de cette gouvernance territoriale. Bon, à partir de là, effectivement, ça va encore aller très vite, puisque les premières lois
organique donc, qui appliquait ces principes de la Constitution verront le jour en 2015, vers le mois de juillet, je pense, juste avant les élections, les premières qui allaient voir ériger les représentants des régions élus au suffrage universel cette fois-ci. Et immédiatement après, Sa Majesté, justement toujours en novembre 2015, à l'Ayoun, déclarait, annonçait le nouveau modèle de développement des provinces sahariennes. Alors c'est assez intéressant parce que pour beaucoup de gens, ce nouveau modèle des provinces sahariennes, puisqu'il coïncidait un peu avec la régionalisation, on n'arrivait pas trop à le distinguer, à faire la différence, alors qu'en réalité, la différence existe. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas bien suivi un peu le processus ne retiennent de ce nouveau programme que l'aspect financier. 81 milliards de dollars annoncés, enfin 77 plus 4 plus tard, 81 milliards de dirhams pardon, pour les 3 régions du Sud, avant même que les autres régions n'aient reçu leur premier budget, ni n'aient commencé à mettre en place leurs administrations. Alors c'est vrai, c'est très important comme montant, comme moyen financier, ce n'est pas rien, mais le nouveau modèle de développement, je ne dirais pas, ne se limite pas à cela, a un aspect beaucoup plus important que le volume des finances. C'est finalement la rupture qu'il apporte dans le mode de gestion, dans le mode de gouvernance que nous avions mis en place, qui a été mis en place depuis la récupération des territoires, depuis leur libération, et qui était basé, Sa Majesté d'ailleurs le disait dans son discours, qui était basé plus ou moins sur les privilèges, sur la rente, sur peut-être l'absence des droits de l'homme. Mais c'est très important cet aspect des droits de l'homme parce que on l'oublie souvent, on croit aussi que c'était un discours de circonstance, mais n'oublions pas que 2 ans après son accession à l'indépendance, Sa Majesté avait fait des gestes très importants en matière de renforcement des droits de l'homme, avec le rappel des gens qui étaient des exilés volontaires ou non volontaires, avec la mise sur pied, on en a parlé, de la commission équité et réconciliation. Et donc, l'aspect des droits humains, universellement reconnu, a été également un aspect de ce nouveau mode de développement des provinces du Sud. On ne peut pas effectivement nier que le volume des crédits qui a été mis en place, et c'est très important à souligner parce que tout le monde parlait des revenus issus du Sahara qui devaient être investis dans le Sahara, mais on oublie que à l'époque déjà, maintenant c'est encore plus, pour 1 dirham disons de revenus générés dans les territoires, l'État marocain investissait 7 dirhams du budget général, ce qu'il trouvait tout à fait normal parce que la régionalisation était basée aussi sur un principe de solidarité. Il s'agit effectivement d'être solidaire avec les pays du Sahara et les autres régions également. Alors aujourd'hui, effectivement, les premiers résultats de ce nouveau mode de développement, nous les constatons tous. On en a parlé, le dédoublement de la liaison Tiznit-Dakhla, le nouveau port Dakhla-Atlantique, le port de Bouche d'Or, les façades de Bouche d'Or. Tout cela, effectivement, est concret et tout cela est là devant nos yeux. Mais il y avait également une dimension un peu dans ce nouveau mode ou modèle de développement, c'est l'ouverture, parce qu'il s'agissait d'abord du choix des investissements. C'est essentiellement des infrastructures. Et justement, j'ai parlé de la route, j'ai parlé des ports. Et pour beaucoup de gens, ils ne retenaient là aussi que l'aspect intégration sud-nord ou nord-sud, c'est-à-dire avoir évidemment une meilleure intégration entre les 2 parties du Royaume du Maroc qui étaient un peu séparées, divisées dans le temps.
Mais en réalité, il y avait une autre dimension qui était l'ouverture sur l'Afrique. Et cela, on le retrouve également dans les discours de Sa Majesté, dans le premier discours, dans le discours destiné à la première réunion de Crans-Montana qui s'est tenue ici même à Dakhla, où Sa Majesté le roi annonçait, disait que Dakhla devrait être un hub, devrait être une plateforme pour nos relations avec les pays africains. Et cela aussi, c'est quelque chose qui s'est forgé dans l'esprit de Sa Majesté depuis le début de son règne. N'oublions pas le nombre de voyages qui ont été faits dans les pays africains, le nombre de conventions qui ont été signées. Et pour avoir participé à quelques-uns de ces voyages, je me rappelle que Sa Majesté le Roi insistait surtout sur le côté social, le côté qui touche les populations. C'était le sanitaire, c'était des petits projets agricoles, indépendamment évidemment des autres projets, parce que Sa Majesté voulait être au plus près du cœur des citoyens de notre continent et bien marquer son intérêt et son approche. Alors donc tout cela, je le rappelle, était, on le voit, d'abord une solution globale pour l'ensemble du pays, de Tanger à El Gouira, c'est la régionalisation, 12 régions, mais chaque région devait avoir ses spécificités, et les régions du Sahara devraient être des locomotives et des moteurs pour les autres régions. Elles sont en avance d'ailleurs, même sur le plan de la gouvernance et de la gestion et des réalisations. Évidemment, elles resteront toujours un moteur, elles resteront toujours en avance au fur et à mesure qu'elles s'approchent de ce seuil de la proposition d'autonomie, qui est un seuil, je le rappelle, donc un plafond qu'on ne peut absolument pas dépasser, mais pas seulement, c'est aussi au fur et à mesure de la préparation des élites, parce qu'une régionalisation ne peut réussir, ne peut avoir la chance de donner ses fruits que si les capacités humaines sont là, que si les administrations régionales sont là, que si les élus ont également une bonne formation. Et tout cela, effectivement, c'est ce qui permet justement aux enfants d'une région de tirer le plein profit des textes. Et le premier de ces textes, c'est la Constitution, qui dit que la gouvernance du Royaume du Maroc est basée sur la décentralisation, c'est-à-dire effectivement sur les territoires et sur les régions. Alors, pour dire un mot et m'arrêter sur la régionalisation avancée, parce qu'en réalité, c'est de ça que je devais traiter, puisque mon passage à la tête d'une région et aussi à la présidence de l'Association des régions me prédestinait plus à parler de ça. Mais je ne voulais pas parler de la régionalisation, parce qu'aujourd'hui, la régionalisation est à son deuxième mandat. Les présidents et les conseils régionaux sont dans la moitié de leur deuxième mandat. Déjà ça, on peut dire que la régionalisation est bel et bien en marche et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il y a eu effectivement certaines avancées. Je ne citerai pas toutes, je rappellerai tout simplement que le mode d'élection lui-même des conseillers régionaux est une révolution, parce qu'on est passé d'un mode d'élection au suffrage indirect où on retrouvait dans la région quoi? Des gens qui défendaient leur commune, parce qu'ils venaient, c'est la commune qui l'a élu, donc ils défendent la commune, et on ne pouvait pas avoir cette vision régionale, cette vision de développement économique dont la région devait être le réceptacle. Il y a eu un accroissement des budgets par rapport à la région de 2014 et de 2013. Il y a eu également cette autonomie de gestion reconnue dans les textes, reconnue dans la Constitution, même si elle n'est pas, disons, à 100% pleine, parce qu'on attend justement que les choses viennent. Il y a les textes parlent de 3 types d'attributions. Attribution directe pour toutes les régions, compétences partagées, c'est-à-dire en fonction des négociations avec le niveau central, on peut c'est ce qui se fait le plus, on partage effectivement beaucoup de projets dans lesquels on intervient soit financièrement, soit comme, disons, directeur ou opérateur. Et
des attributions à transférer en fonction, je le répète, disons, de la maturité des régions et de leur capacité à absorber de nouvelles attributions. Mais on ne peut pas, il semble trop tôt quand même, malgré ces 10 années, de faire un bilan de la régionalisation, parce que la régionalisation est un processus continu, c'est un processus progressif, c'est un processus distinctif qui peut, à un moment donné, distinguer les compétences d'une région d'une autre, parce qu'en fonction de leur préparation, je le répète, et les textes d'ailleurs le prévoient, mais c'est aussi un processus qui s'enrichit de l'expérience. Au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, on découvre ce qui va bien, ce qui va moins mal, et il y a des ajustements à apporter. D'ailleurs, le premier colloque national sur la régionalisation avancée qui s'est tenu à Agadir en décembre 2019 avait déjà pointé un certain nombre de faiblesses auxquelles il faudrait apporter remède. C'est celui des capacités humaines d'abord, celui effectivement de la faiblesse un peu des administrations régionales, parce qu'on a rêvé un peu, nous, en tant que conseiller régional, je suis encore conseiller régional, donc je peux me dire parmi les conseillers, on a rêvé que c'est très simple, que les administrations nous transfèrent des compétences, elles vont nous transférer des ressources humaines. Or, c'est complètement faux, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a fait sa carrière à Rabat, à Casablanca, qui est déjà bien installé, bien placé. On lui dit, ouais, aujourd'hui, tu vas aller à El Rachidia parce qu'il y a une région à El Rachidia. Non. Et en plus, ce n'est pas le même profil. Les profils de l'administration centrale n'ont rien à voir avec des profils territoriaux. C'est une formation qu'il faut faire, c'est des compétences pointues, spécifiques qu'il faudra effectivement rechercher. Ce colloque a également pointé un point qui est crucial, c'est l'imprécision de la délimitation des compétences entre les 3 niveaux des collectivités territoriales. Aujourd'hui, si on regarde les textes, on peut trouver que certaines compétences peuvent être réalisées ou accomplies par la commune de base, par le conseil préfectoral, par le conseil régional, voire par le niveau central. Or, il faut arriver un jour à bien préciser un peu cela pour permettre effectivement une gestion beaucoup plus efficace. Je pense que ces améliorations et ces attentes un peu des gens qui pratiquent la gouvernance territoriale ne sont pas impossibles à réaliser. C'est des ajustements possibles, car la gouvernance, je l'ai dit, la territoriale, c'est un processus continu qu'il faut réviser à chaque fois. Et il est évident que là aussi, le Sahara, les régions du Sahara resteront la locomotive, resteront le moteur dans ce domaine, parce que d'abord, c'est la volonté du chef de l'État, parce que c'est les textes qui le précisent également, qui le disent, et parce qu'elles sont mieux préparées que d'autres régions. Quand on voit des réalisations qui ont été faites depuis 2015 à aujourd'hui, quand on voit les élites régionales des 3 régions, je peux vous assurer effectivement qu'elles sont de loin en avance par rapport à beaucoup de conseils régionaux du Nord. Et effectivement, plus elles se rapprocheront, comme j'ai dit, de ce seuil de l'autonomie, et plus effectivement les autres régions en profiteront. C'est nécessaire, il le faut. Tout le monde a parlé effectivement du suivi pointilleux de Sa Majesté le Roi, de ce qu'il décide, de ce qu'il demande. Et dans tous les discours, il demande que la régionalisation soit la plus avancée qui soit qu'elle aille très rapidement. Et ça, je peux vous assurer qu'il ne l'oubliera pas. Je me souviens d'une petite anecdote et j'arrête là. Quand en 2004, j'étais encore ministre de l'Agriculture, en 2003, nous avait demandé d'organiser un salon international de l'agriculture à Meknès. Ouais, d'accord, salon agriculture. Nous, les seuls salons d'agriculture qu'on connaissait, c'est les grands rassemblements locaux, régionaux, les souks où il y a du bétail, il y a quelques fantasias, il y a quelques produits du terroir et tout cela. Bon, on connaissait bien sûr le Salon international de Paris, qui se tient toujours vers le mois de février, mais le transposer au Maroc, et il fallait le faire pour l'année 2004.
Alors, je me rappelle, avec une petite équipe de 3 ou 4 personnes, on est parti à Paris et on nous a présenté la dame qui s'occupait du salon de Paris, qui était donc la maîtresse cet événement. Et on lui a parlé de ce que nous voulions faire, un salon d'agriculture avec des représentations internationales. Il a dit oui, oui, parfaitement, c'est bon. Alors on lui demande, est-ce qu'ils peuvent nous apporter un coup de main? Absolument, tout à fait, oui. Alors vous le voulez quand? Quelle année vous faites ce salon? On dit non, 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 dans 6 mois, au mois d'avril. La dame tout de suite s'est arrêtée. Ah, ça je ne sais pas faire. Excusez-moi, ça je ne sais pas faire. Et on l'a fait quand même parce que Sa Majesté était derrière. Et je me rappelle que 8 jours après, 8 jours avant l'ouverture du salon, j'étais au Parlement, il était passé par là, on était en train encore de mettre un peu de ciment sur quelques parties du bâtiment, et il m'appelle. Alors ce salon, il sera prêt? Oui, oui, Majesté, il sera prêt. Mais je suis passé, il y a les gens, les maçons qui travaillent encore. Ah, j'ai dit, dès que je sors des questions orales, j'y vais. Et il me dit, pas de questions orales, pas de Parlement, tu vas d'abord là-bas. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a pu mettre en œuvre ce chantier. Et je vous remercie de votre attention.